être en groupe et être un groupe d'échange et de réflexion sur les grands enjeux. Voilà, ça va être le premier objectif et on va le voir avec Jean-François Sarraud. Donc chacun va se présenter, hein. Donc moi je vais me présenter. Alors Jean-François, quelques mots sur vous. Vous êtes agriculteur depuis 77, d'abord installé dans le Cher, et puis ensuite vous êtes venu vous installer progressivement dans le Finistère, je crois au départ avec environ 2 hectares, c'est ça, puis progressivement maintenant 220. C'est ça? C'est ça même, oui. Oui. Après avoir épousé une Bretonne. Ah, voilà. C'est l'explication? C'est le point de départ. D'accord. Quand on épouse une Bretonne, en général, on est amené à épouser le territoire et la Bretagne. Alors, quels sont les... peut-être, là aussi on va en dire quelques mots, quelles sont les principales caractéristiques aujourd'hui de votre exploitation? On va d'abord parler de votre exploitation, on va parler de l'objectif en quelques mots, pour bien comprendre qui vous êtes et ce qui vous a amené aussi à rejoindre ce réseau d'agri-innovateurs. En quelques mots, votre exploitation. Vous l'avez dit... non, votre ferme, c'était pour voir si vous réagissez. C'est une ferme qui a été intégralement construite et adossée à quelque chose qui existait au départ, qui était une petite ferme foncière, mais une activité avicole importante, qui fournissait des poussins d'un jour, ou des pintades d'un jour même d'ailleurs, aux grands groupes d'exportation. J'ai travaillé sur cette ferme avec mes beaux-parents pendant un certain temps, tout en développant une activité foncière. Non pas en prévision, parce que c'était pas ça l'objet, mais c'était ma culture. Je venais, vous l'avez dit, d'une région de vastes espaces, et les petits territoires, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais enfin les unités de production de l'époque n'étaient plus en situation, de mon point de vue, en situation pour affronter ce qu'allait devenir la PAC et le marché, la globalisation qui arrivait. Donc il fallait développer ça, et c'est ce à quoi je me suis occupé pendant un moment, pour amener la ferme, effectivement, aujourd'hui, de rien à plus de 200 hectares. Entre-temps, j'aurais repris la ferme d'Acouvage, que j'aurais abandonnée en prévision des pertes de primes de restitution européennes. Et dans un deuxième temps, j'aurais converti cette entreprise en œuvre de consommation. Et, compte tenu de mon âge, je n'aurais pas relevé le challenge de la mise aux normes des bien-être des poules pondeuses. Alors, quelques mots aussi sur votre engagement à travers la création du groupe TCS 29 dès 2000. Ça, c'est un élément important. Et puis, justement, la mise en place du SMI direct à partir de 2000 également. Hein, c'est ça. Donc, je vous l'ai dit, j'ai repris cette activité d'accouvage en 90, que j'ai menée pendant 10 ans, jusqu'à ce que je sois en situation, en tant que chef d'entreprise, amené à devoir la réorienter en prévision des pertes de primes de restitution. Je suis donc allé au Brésil pour voir pourquoi un de mes clients était allé délocaliser et entreprenait une partie de sa production au Brésil. Ce que j'y ai vu et compris m'a conforté dans l'idée que notre avenir serait difficile à gérer si on ne se donnait pas les moyens de la compétitivité. C'était un déclic, hein, d'abord. Ça a été un déclic, ça a été une prise de conscience, ça a été un facteur de compréhension de ce qu'était notre devenir. Donc, en fait, au retour du Brésil, j'ai adopté les techniques brésiliennes qui était facteur de compétitivité et facteur de dégradation environnementale. Et j'ai mis ça, tant bien que mal, en place. Mais par contre, avec une conviction, c'est que ce chantier ne devait pas se faire à la dimension d'une activité individuelle. Ça devait être beaucoup plus complexe et rapide, d'où la nécessité de s'organiser en groupe pour développer la technique, pour la maîtriser, apprendre à la maîtriser et la vulgariser. D'où la nécessité de la mise en place du groupe TCS 29 en 2000. Et d'où justement la nécessité de mettre en place ce groupe et réseau d'agri-innovateurs, un groupe d'échange et de réflexion sur les grands enjeux. Finalement, ça part aussi d'une réflexion sur le contexte, sur la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Bien sûr, c'était une prise de conscience de ce qui allait être notre devenir et comment on devait s'adapter à cet avenir qui nous imposerait probablement des sacrifices, qui nous imposerait des contraintes et qui n'étaient pas évidents à mettre en œuvre. Donc ça ne pouvait se faire que collégialement. Et à l'époque, on ne parlait pas d'innovation. Quand on a mis ça en place, on était plutôt dans l'adversité, si on peut dire. On était vraiment dans des phases pionnières où globalement, on était entouré de personne par personne et accompagné par qui que ce soit. Enfin, c'était très empirique comme démarche à cette époque. Évidemment, maintenant, la maîtrise et l'apprentissage des savoirs et la maîtrise des savoir-faire font que on est un peu plus serein,
Et la maîtrise nous donne confiance, oui, voilà. Alors le contexte, c'est également une agriculture où on voit de moins en moins justement de personnes reprendre la ferme familiale. Il y a aussi une crise des vocations, comme on dit. C'est aussi prendre en compte cette évolution sociale de la famille agricole. C'est prendre en compte également l'évolution des consommateurs, leur regard aussi vis-à-vis des produits, notamment des produits transformés. Il y a aussi cette prise en compte que vous essayez aussi de prendre, vous aussi, en réflexion dans le travail que vous menez. C'est-à-dire que au gré du temps, depuis une dizaine d'années, notre réflexion qui a démarré d'un point de vue technique, qui était une réflexion technique à vocation, je vous l'ai dit, d'ordre économique et par la suite environnementale, elle intègre de façon transversale maintenant la composante de sociale, sociétale, c'est-à-dire les composantes de la durabilité tout court. C'est-à-dire que l'agriculture doit intégrer la notion de durabilité, et c'est la première qui devra en bénéficier après l'avoir intégrée et l'avoir mise en place. Mais ça ne se fait pas simplement, c'est un long travail, et c'est un travail complexe qui ne peut s'envisager d'ailleurs qu'en groupe, compte tenu de l'inertie de notre activité. Un agriculteur, c'est au mieux 40 expériences dans sa vie. Oui. Alors, quels sont les enjeux que vous avez relevés? Quels sont les éléments qu'il faut prendre en considération, notamment liés à la compétitivité de vos entreprises? Car là aussi, on est au cœur des problématiques et on en voit aujourd'hui le contexte économique. Alors, peut-être est-il utile de revenir sur quelques éléments de contexte. L'agriculture française est une agriculture qui est insérée dans un monde, enfin dans un groupe européen qui a été longuement et largement protégé pour mettre en œuvre le challenge qui lui était demandé, à savoir de produire largement pour 6 pays à l'époque, 28 maintenant, et rendre ces pays européens qui n'avaient pas tous une vocation agricole importante, autonomes. Tout ça s'est fait dans un contexte d'intrants globalement relativement disponibles, relativement accessibles et relativement bon marché. Les choses changent progressivement. L'énergie, on en a vu les conséquences des crises de 73 et 79, les conséquences de cette crise énergétique avec la conséquence économique et sociétale de cette crise énergétique de ces périodes-là, qui nous amène à la mise en place de la PAC avec les surplus et les inadéquations de marché à l'époque. Et donc cette chose-là, ce contexte-là doit être modifié, doit être adapté parce que c'est une nécessité environnementale et sociétale. Et dans ce monde globalisé aujourd'hui, la compétition, elle est rapide. Beaucoup plus rapide que notre capacité à nous adapter. Et donc c'est ce mécanisme et cette adéquation qu'il nous faut travailler collégialement et trouver les solutions le plus rapidement possible pour exister encore demain. Alors justement, les enjeux, parlons des enjeux, de l'amélioration de la compétitivité de vos entreprises. Différents points qui sont nécessaires à prendre en ligne de compte et que vous avez relevés. Les questions de compétitivité, c'est une ferme est une activité agricole, est une entreprise, comme toute entreprise, comme chaque entreprise aujourd'hui du secteur marchand. Ce que nous constatons aujourd'hui dans la crise agricole du moment, c'est bien ce différentiel de compétitivité qui nous incombe ou qui nous différencie de certains autres acteurs ou compétiteurs du reste de la planète. Donc la compétitivité de l'entreprise, elle est un facteur intrinsèque, inévitable, obligatoire à prendre en compte. Il nous faudra produire plus, il nous faudra produire mieux et avec moins d'énergie, moins d'intrants, d'une façon générale. Alors, parmi les objectifs et les enjeux que vous êtes fixés également, il y a la partie territoire, et c'est une notion aussi qu'on redéveloppera tout à l'heure avec vos collègues, la notion de territoire à travers un département socle pour l'ensemble de vos actions. Hein, ça, c'est un élément important à prendre en ligne de compte. Alors, l'idée qui prévaut dans notre réflexion, dans notre initiative, c'est de dire que probablement, on n'assistera pas au développement d'un modèle unique. Toutes les agricultures devront coexister sur le territoire, et l'agriculture est probablement ici dans le département et dans la région au sens large, un des facteurs essentiels du développement global de la région. Donc les agricultures, elles seront différentes,
elles seront complémentaires les unes des autres, elles ne seront certainement pas en opposition les unes aux autres, et ça, il nous faut véritablement faire ce travail de lien, de cohésion. Enfin, je pense que nous... On en reparlera notamment avec dans tous les cas, notre c'est collègue. faire en sorte que les réponses que nous serons amenés à apporter soient des réponses qui soient d'ordre agrégateur de construction et d'acceptation de tout sur le territoire. Alors, le territoire et également la préservation des ressources. Ça aussi, c'est un élément important, et les ressources dont vous avez besoin de toute façon aussi. Alors, préservation des ressources, évidemment, c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans les temps qui viennent. Les ressources d'ordre général, compte tenu de l'augmentation du besoin, des besoins au sens large, on ne peut pas imaginer longtemps pouvoir continuer à produire en utilisant autant, en gaspillant autant et en perdant autant. Donc ça signifie que quelque part, il nous faudra, parce qu'il y a des éléments objectifs, l'énergie aujourd'hui, enfin notre activité basée sur l'énergie carbonée, qui est le pétrole ou le gaz, on en connaît à peu près les limites, même si on peut imaginer quelques rémissions. C'est quand même quelque chose qui sera limité rapidement. Si on prend les engrais, ne serait-ce que pour produire, il nous faut des engrais minéraux qui sont d'origine minière. On en connaît aussi les limites, que ce soit le phosphore ou la potasse. Donc ça veut dire que nous sommes condamnés aujourd'hui à devoir minimiser les besoins, mais aussi recycler un maximum de ces éléments-là et surtout en perdre un minimum. Donc charge à nous de produire des systèmes de production qui soient les moins dépresseurs possibles. Voilà, et l'objectif à terme, c'est aussi de permettre de nourrir non seulement la planète, ça c'est une grande envie, mais c'est surtout aussi nourrir la réflexion des politiques. Ça c'est un élément aussi important, notamment dans le travail que vous menez, c'est-à-dire les amener à penser également à travers vos expérimentations, à travers les innovations que vous mettez en place, à travers les choix que vous faites également. Alors, les politiques sont l'interface entre la société et tous les acteurs de la société. Ceux qui sont l'éponge qui absorbe tous les soucis, qui absorbe tous les besoins, qui absorbe toutes les contestations, mais toutes les propositions, toutes les envies, tous les besoins. Donc, la responsabilité qui nous incombe dès lors que nous nous plaçons dans une perspective de développement durable, c'est d'être force de proposition et d'apporter des réponses cohérentes aux questions qui sont posées. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui au monde agricole, c'est que tant que l'agriculture était, au an mal an, 80-90% du territoire, pas de problème. On s'entendait, on se parlait, on se comprenait. Aujourd'hui, le monde agricole, c'est 3, 4, 5%. Et encore, bien heureux sommes-nous d'être dans une région où le monde agricole est encore une composante importante de la population, ce qui n'est plus le cas dans beaucoup d'autres régions de France et d'ailleurs. Donc, la nécessité de ce groupe, et ce qui prévaut à cette réflexion, c'est bien que nous soyons force de proposition, force d'action, pour donner des réponses acceptables au monde gestionnaire de la citoyenneté du citoyen. Voilà, deuxième objectif, on va en parler dans quelques instants, être une cellule critique constructive. Les deux termes ont leur importance, donc c'est la critique au sens noble du terme, des innovations. Alors, quelques mots quand même sur votre parcours également, car c'est toujours intéressant de connaître ou de savoir à qui on a affaire lorsqu'il est amené à s'exprimer face à un public. Vous êtes ingénieur agricole, après avoir été responsable commercial à Manchester pendant 3 ans pour le groupe Roulier, retour à la terre en 2000. Vous avez repris là la ferme familiale, production, alors là c'était lait, porc. Oui, il y avait 100 000 litres de lait, 100 porcs à l'engrais et 3 hectares en pommes de terre plan. Nous sommes en zone périurbaine de Brest. Donc là vous avez dû arrêter l'élevage, oui. Près de Guipava. Et vous êtes spécialisé en production végétale, pommes de terre, blé tendre, sarrasin, avec une commercialisation des pommes de terre auprès d'une trentaine de restaurateurs brestois. Donc vous avez trouvé, on va dire, votre zone de chalandise. C'était la seule solution pour pérenniser l'entreprise. À partir du moment où on devait arrêter l'élevage, faire de la valeur ajoutée sur 32 hectares, il fallait intégrer la vente directe.
et pour augmenter le chiffre d'affaires à l'hectare, quoi. Voilà, vous avez arrêté le labour en 2002, vous êtes tourné vers le SCV, donc le semis sous couvert végétal, en 2009. Hein. Oui. Et puis vous avez également, au niveau de l'ensemble de vos actions, été amené à être présent dans différents groupes. Alors, vous co-présidez le groupe TCS 29, vous êtes également administrateur à la Fédération des CUMA 29, vous êtes vice-président de l'APAD, on rappelle que c'est l'Association pour la promotion de l'agriculture durable. Vous êtes également au sein de l'association ECAF, peut-être préciser ce que c'est? L'ECAF, en fait, c'est la Fédération européenne. European Conservation Agriculture Voilà, Federation. des associations engagées dans l'agriculture de conservation. De conservation. Voilà, et justement, on va parler justement de cette deuxième. De ce deuxième point, donc deuxième objectif, est une cellule critique constructive des innovations. L'innovation comme une démarche structurée autour d'un processus qui doit répondre de manière créative à un besoin d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire très précisément? Pour moi, l'innovation, c'est avant tout une démarche intellectuelle qui se structure au fur et à mesure du temps, en fait, et qui soit répond à un besoin, soit aboutit à un besoin d'identité, en fait. Derrière. Alors, identité, et pourquoi cette importance d'identité? Là aussi, c'est se raccrocher par rapport au territoire, par rapport à... Se raccrocher par rapport à des valeurs aussi. C'est aussi donner peut-être du sens à son métier. Souvent, on oublie, mais c'est important de donner du sens, savoir pourquoi on le fait. Donc, pas être uniquement dans un effet d'aubaine ou d'opportunité. Hein. Non, non, ça va bien au-delà. Également donner de la durabilité, évolution dans le temps. Une idée nouvelle peut le devenir devant une innovation. Et en agriculture, se donner le temps aussi en lien avec, par exemple, les saisons. Oui, c'est vrai que l'agriculture, le pas de temps est très très long hein, par rapport à la société d'aujourd'hui où on vit dans l'immédiateté. Et bon, par rapport à ça, ça prend du temps, quoi. On ne peut pas se permettre d'accélérer la saisonnalité. Elle est comme elle est, et c'est à l'homme de s'inscrire et de s'adapter à ce pas de temps, qui est très lent. Oui. Vous avez un exemple, par exemple concret, que vous avez réalisé qui, justement, illustre bien cette notion de durée, de temps? C'est ce que Jean-François disait tout à l'heure. Bon, c'est une réflexion de Bernard, là, qui est dans la salle. Un agriculteur, dans sa vie professionnelle, au maximum, il va avoir 40 possibilités d'expérimentation, ce qui est très très peu, quoi. Donc, ouais, 40 années de culture, quoi. Donc, c'est qui est très très peu. En élevage, on peut accélérer le processus parce que les cycles peuvent être plus courts. Mais c'est vrai que dans le monde du végétal, voilà, il y a un temps à respecter. Alors, l'innovation, c'est également répondre à des critères donc, de durabilité, économie, sociale, environnementale. Comment aujourd'hui cela se concrétise au niveau de l'action que vous menez au sein de votre réseau? Je pense que l'enjeu pour l'innovation, il faut au moins qu'il améliore un des critères de durabilité, sans en dégrader les deux autres. Ah d'accord, L'excellence, c'est de pouvoir avoir une innovation qui améliore les trois piliers à la fois. C'est pas toujours possible, mais ce qui est important, c'est d'en améliorer au moins un sans dégrader l'autre, les deux autres. C'est la seule façon pour avancer, parce que à un moment donné, si on améliore le volet environnemental, mais si au niveau économique, les entreprises sont plus viables économiquement, on va pas loin non plus, quoi. Donc, Alors l'innovation, c'est également une approche globale, c'est-à-dire prendre en compte non seulement l'agriculture, mais également la globalité des intervenants et donc tous ceux qui tournent autour du monde agricole. Oui, ça c'est un point très important. Pendant des décennies, on a cloisonné, segmenté les disciplines, et je pense qu'aujourd'hui, il faut lever toutes ces cloisons et avoir une approche plus globale. Donc, on parlait de phytotechnie, de zootechnie, de gestion, ramener toutes les disciplines en même temps pour partir sur une approche de durabilité. Alors vous le dites, et je pense que ce sera un des termes que vous utiliserez en conclusion, vous revendiquez le droit d'innover. Aujourd'hui, personne ne vous en empêche. Il existe quand même un cadre réglementaire aujourd'hui qu'il faut respecter. Donc, on peut et vous le respecterez de toute façon. On ne peut pas tout se permettre. Oui.
bien entendu. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité d'innover. On est d'accord? Oui. On D'accord. prend, ouais. Vous prenez. Merci Nicolas. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Ouais, il y a autre chose Oui. sur après la notion de mutualisation aussi. Hein. Comme disait Jean-François, innover tout seul dans son coin, ça ne fait pas avancer. On a besoin à un moment donné de recouper, d'augmenter le nombre de répétitions, et le fait de se retrouver en groupe, ça nous permet de créer une banque de données et de valider ou d'infirmer des hypothèses, quoi. Et le groupe TCS, s'il a aussi bien réussi dans le Finistère, c'est bien grâce à cette mutualisation des données. Hein. Voilà. L'innovation, à la fois, elle doit être mutualisée, elle doit être transversale et elle doit durer. Elle doit se faire, en tout cas, dans la durée. Voilà. Ça, c'est un peu dans le cadre que l'innovation agricole doit s'inscrire. Alors, Jean-Hervé, vous souhaitez peut-être apporter une précision. Allez-y, prenez le micro de Nicolas. Quand Nicolas il disait on peut innover, aujourd'hui encore, quelquefois quand même on a une réglementation qui bride et qui empêche justement cette évolution, parce qu'on sait très bien que quelquefois l'innovation elle est au-delà de ce qu'on pouvait penser ou au-delà de la conception même qu'on a à l'instant T. Et justement le carcan ou les règles administratives ou les règles environnementales quelquefois empêchent cette innovation. Et donc et c'est dommage qu'aujourd'hui, on n'ait pas cette possibilité ou cette marge d'évolution qui pourrait bonifier les choses ou qui pourrait faire avancer. Merci Jean-Hervé de ces précisions. On va passer maintenant Oui, vous vouliez peut-être se préciser? C'est bon pour la partie... Pour le cadre. Pour le cadre de ce troisième objectif. Ouais. Alors maintenant, troisième objectif, être une passerelle entre la recherche institutionnelle, INRA, université, et la recherche paysanne. Oui. J'avais quand même quelque chose à rajouter sur, sur le tableau, ouais. Sur la cohérence entre sol, animaux, plantes. Parce que l'innovation, on va évoluer d'une innovation produit vers une innovation système. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Donc j'ai essayé de résumer sur une diapo ce que c'est que l'agriculture. On a le sol qui est la clé de voûte et on a 3 piliers. Les plantes, les animaux et les amendements organiques. Et je pense que innover pour les agriculteurs, ça va être aussi de redonner des lettres de noblesse aux amendements organiques. C'est un point pour moi essentiel. Parce que pour avoir un système cohérent en circuit fermé, nous devons réintégrer ces amendements organiques comme un pilier essentiel. L'homme est un peu égocentrique. Le fait que ça ne soit pas consommable pour lui, il va considérer ça comme un déchet. Alors que les amendements organiques, ce n'est pas du tout un déchet. C'est une alimentation pour une certaine catégorie d'êtres vivants. Et pour que la nature fonctionne, toutes les catégories d'êtres vivants ont besoin d'être alimentées. Le facteur trophique, c'est le premier facteur de développement. Aujourd'hui, trop souvent, on s'arrête à les plantes et les animaux, quoi. Voilà. Et l'agronomie, pareil, l'agronomie, c'est pas juste le sol et les plantes. L'agronomie, c'est tout ce système-là. Agronomie, nomos en grec, ça veut dire les règles, le fonctionnement. Donc ça va bien au-delà de la discipline de la phytotechnie et de la pédologie. Très bien, merci Nicolas de ces précisions et d'avoir apporté cette conclusion sur ce deuxième objectif. Juste pour dire, un système comme ça, tous les agriculteurs doivent s'imprégner, s'approprier. Qu'on soit en circuit court, en circuit long, qu'on soit en agriculture biologique, en conventionnel, à un moment donné, l'outil de travail, il est là. Alors, troisième objectif, justement, être une passerelle entre la recherche institutionnelle, l'INRA, l'université, et la recherche paysanne, notamment les réseaux d'agriculteurs et notamment le réseau agri-innovateur. L'expérimentation paysanne. L'expérimentation paysanne. Et oui, c'est vrai qu'on a marqué encore une fois là. Donc, entre la recherche institutionnelle et l'expérimentation paysanne. Alors, Erwan Leroux, votre firme se situe à Rosnoïn. Oui, Rosnoïn, oui. Au lieu-dit, alors, Kervézenec, c'est à 20 km de Châteaulin, pour donner un peu de précision GPS. Ouais, c'est à l'entrée de la presqu'île de Crozon. Voilà, vous avez une URL qui s'appelle Coteau de la Berre.
Vous êtes agriculteur depuis maintenant une douzaine d'années. Vous avez repris une ferme hors cadre familial après avoir été conseiller lait à la Chambre d'agriculture du Finistère. Donc certains vous connaissent bien ici. Ça peut donner aussi des vocations, faire naître en tout cas des vocations. La preuve. Et aujourd'hui, vous êtes donc éleveur bio en lait. Combien de litres? J'ai 80 vaches laitières, 270 000, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, la spécificité de votre exploitation, de votre ferme, voilà, c'est la traite, puisque vous avez une traite une seule fois par jour pendant 9 mois, puis 3 mois d'arrêt de production en décembre-janvier. Donc là, ça va arriver dans quelques jours, l'arrêt de la traite. Oui, en fait, ce qui caractérise un peu notre exploitation, c'est l'approche très globale. On en a parlé avec Jean-François. Et puis, ce que vient de souligner Nicolas tout de suite, c'est qu'on organise notre ferme avec un focus très, très précis sur le cycle Des plantes. sol, plantes, animaux, d'éjection organique et les autres ressources naturelles, la biodiversité, etc. Voilà, alimentation 100% pâturage. Oui. Ça, c'est un élément important. Et pendant l'hiver, les 3 mois d'hiver, donc le foin. Voilà, c'est ça. Alors, quelques mots également justement sur vos participations à différents réseaux. Là aussi, ça montre aussi que la capacité que vous avez les uns et les autres à vous réunir. Parce que si vous êtes capable de vous réunir, c'est peut-être parce que vous avez dans votre tête, on va dire, le logiciel qui permet de se retrouver, d'aller dans des différents réseaux. Alors, on a le réseau Agri-Innovateur aujourd'hui, mais avant cela, vous êtes dans un réseau anglo-saxon d'éleveurs herbagers qui s'appelle Pasture to Profit. Oui, Quelques mots sur ce réseau? C'est un réseau qui a été mis en place dans les années 80-90 par un groupe d'éleveurs anglais qui était donc en pleine décrépitude économique après les années Thatcher, où il n'y avait plus du tout de crédit à la recherche, on va dire, publique ou à vocation professionnelle. Et donc un groupe d'éleveurs se sont dit, si on ne se regroupe pas pour mutualiser nos expériences, pour échanger, pour éventuellement tester des choses nouvelles et partager le résultat de ces expériences, on est condamné à disparaître parce que notre évolution, elle est soumise à l'influence d'autres structures qui nous feront évoluer, non pas pour notre intérêt ou pour l'intérêt collectif, mais pour leur intérêt individuel. Donc il faut qu'on se structure et qu'on se donne les moyens d'évoluer ensemble. Alors, autre réseau dans lequel vous êtes, c'est un réseau mondial qui s'appelle Régénérative Agriculture. Donc là aussi, en quelques mots, ce réseau, quel est-il? Alors, c'est un réseau agricole qui est un petit peu issu de la réflexion permaculture. Et donc, c'est un réseau de personnes qui réfléchissent à l'adaptation et au rôle de l'agriculture dans les années à venir, en intégrant les enjeux principaux qui se présentent à nous. Donc l'enjeu énergétique, l'enjeu démographique, voilà, les différences de climat, la nécessité de relocaliser des techniques et de les rendre plus cohérentes avec le territoire sur lequel elles sont, etc. Ça vous importait justement d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur de notre territoire, je parle de la France, pour comprendre comment les autres fonctionnaient, pour pouvoir peut-être se réapproprier certaines techniques ou en tout cas certains modes en termes d'agriculture? C'était pas un choix a priori d'aller voir à l'étranger, mais quand on se pose des questions, quand on cherche des solutions à des questions qu'on a identifiées, on se rend compte que il y a déjà beaucoup de gens qui se sont posés ces questions-là, beaucoup de gens qui ont commencé à proposer des réponses, et que c'est intéressant d'aller les rencontrer pour échanger autour de ces propositions-là, de voir d'où elles viennent, de voir où ils en sont dans leur raisonnement, et puis de pouvoir y contribuer également. Et de contribuer à la construction de quelque chose d'intéressant collectivement. Alors justement, troisième objectif, passerelle entre l'expérimentation paysanne et la recherche institutionnelle. Comment aujourd'hui faire en sorte qu'il y ait cette passerelle? Il y a d'abord peut-être une phase de validation, ou en tout cas d'abord on va dire de recherche des innovations et de faire en sorte aussi qu'elles soient validées, ces innovations. La recherche ou la passerelle entre la recherche institutionnelle et l'expérimentation paysanne, à notre sens, est très importante puisque les deux existent et ce qu'il manque probablement, c'est des lieux de rencontre, des lieux d'échange
pour optimiser toutes ces énergies, tous ces moyens, toutes ces ressources, moyens financiers, connaissances, etc., pour avancer dans la connaissance et dans l'obtention de savoir et de savoir-faire. Alors, ça se passe également par d'abord l'échange au sein du groupe, pour avoir déjà un premier niveau, on va dire, de validation. Déjà, au sein de votre réseau, voir les expérimentations qui sont mises en place et déjà valider un certain nombre de points ensemble. C'est déjà, on va dire, une première étape que vous recherchez, c'est ça? C'est effectivement ça. L'objectif est d'être une interface entre un monde agricole qui cherche, qui est face à des enjeux, qui propose des solutions qui sont parfois pertinentes à grande échelle, des fois non. Des fois elles sont pertinentes mais à une échelle plus réduite ou dans un cas plus précis. Et puis des moyens de recherche institutionnelle. Et l'idée est que cette interface soit connue et reconnue comme point de connexion entre des gens qui travaillent dans la recherche institutionnelle et puis des agriculteurs dans leurs fermes qui ont des choses à proposer. L'idée, ce serait de pouvoir créer ce lieu de rencontre, ce point de convergence entre justement des représentants ou des personnes qui travaillent. On aura notamment une des représentantes de l'INRA qui sera là avec nous tout à l'heure, une personne de la recherche qui pourrait justement venir vous écouter et voir quelles sont les possibilités de travail en commun ou peut-être de répondre à un certain nombre de vos points d'interrogation. Voilà, échanger, ce serait l'opportunité, par exemple, pour un chercheur qui travaille sur un sujet donné, d'avoir accès à l'expérience qui est déjà capitalisée dans les fermes, de savoir dans la campagne qui a déjà travaillé sur ce sujet, qu'est-ce qu'il a testé, où est-ce qu'il en est dans sa réflexion, et de les mettre en contact simplement. Ça peut être aussi de centraliser les questions que se posent au jour le jour les agriculteurs dans leur ferme sur un sujet donné et de les faire connaître et d'échanger avec des chercheurs. Voilà, faire un système de va-et-vient, d'information, à la fois de veille au départ, mais aussi d'information et d'échange entre la recherche institutionnelle et l'expérimentation paysanne. D'accord. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous êtes encore un peu trop coupé du monde de la recherche, que vous ne connaissez pas encore, on va dire, les bonnes portes à laquelle frapper? Oui, probablement, oui. La preuve en est dans nos fermes. Quand on s'est investi sur des techniques nouvelles, les TCS en font partie. À un moment donné, j'ai fait partie d'éleveurs qui se posaient la question de la monotraite. Effectivement, il y a un moment donné, on a besoin d'informations plus pointues, plus scientifiques, qu'on n'a pas forcément la possibilité d'obtenir dans nos expérimentations. Et puis, on ne sait pas effectivement toujours vers quelle porte ou vers quelle personne se diriger à ce moment-là. Alors, on l'a écrit également pratiquement en conclusion de votre intervention, c'est un réseau ouvert, sans tabou ni préjugés, y compris au sein de la profession, au sein du monde agricole. Oui, tout à fait. L'ambition du réseau, elle est vraiment... on l'a dit au départ, quand on a présenté les objectifs, on a parlé de critique constructive. Je crois que notre ambition, elle est vraiment là, elle est d'échanger en acceptant, en étant ouvert sur les propositions. Après, c'est l'échange, c'est la réflexion qui aboutit un petit peu à la mise en œuvre de priorités dans les thèmes, dans le travail, mais a priori l'idée c'est effectivement d'être ouvert à tout, de ne pas commencer par de la censure, d'être ouvert à tout, d'être critique et d'essayer d'étendre cette réflexion à l'ensemble du territoire. Là on a parlé de l'aspect transversal oui, il y a l'aspect de la également recherche. Vertical. Il y a aussi l'aspect vertical, qui est que dans le réseau, on est donc des paysans de différentes productions. Il y a producteurs de légumes, de céréales, de porc, de lait, etc. Ce qui nous rassemble, ou le point de connexion, le point commun, c'est le désir de participer à une évolution pertinente de notre territoire, le Finistère notamment, et de l'agriculture dans ce territoire-là. Et l'idée ou une des ambitions de ce réseau est aussi d'être un lieu d'échange. Tout à l'heure, je parlais d'échange sans préjugés, sans tabou.
d'un point de vue technique, mais c'est aussi vrai sur des aspects plus transversaux du territoire, et donc d'être un lieu d'échange avec d'autres acteurs de développement du territoire, des collectivités territoriales, des structures de développement, bien sûr des organisations professionnelles, des associations, etc., pour que on puisse aussi réfléchir à l'innovation agricole, puisque l'innovation agricole ne sera pertinente vis-à-vis du territoire, vis-à-vis de la société, que si elle prend également en compte les enjeux sociétaux et territoriaux. Donc si on veut les prendre en compte, il faut déjà qu'on les connaisse, et ça nécessite une ouverture et un échange à ce niveau-là. Très bien. On a noté donc à la fois l'importance de l'axe horizontal entre l'expérimentation paysanne et la recherche, hein, et puis également l'axe vertical au niveau du territoire, au niveau des différents types d'agriculture et également avec l'ensemble des acteurs du territoire. Erwan Karadec, bonjour. Bonjour à tous. Alors, avec vous, on va parler du 4e objectif dans quelques instants, qui est être une organisation territoriale qui permette de repérer, formaliser, diffuser les informations et surtout les innovations après validation. Alors, quelques mots peut-être sur vous, Erwan. Votre ferme porte le nom de Kervillerme. Elle se trouve à 2 km de Douarnenez. Vous êtes agriculteur depuis une quinzaine d'années, c'est ça ? Je me suis installé en 99. Voilà. Donc, vous étiez en GAEC avec vos parents et puis aujourd'hui en ERL avec votre frère. Ouais. Production principale ? Production laitière. Une production importante, hein ? C'est-à-dire qu'on produit à peu près 1 million de litres de lait avec 2 UTH. D'accord. Culture principale, herbe, maïs. Également culture de légumes, haricots. Ouais, je fais de la double culture. Double culture. Ouais, enfin double culture, je fais du métail et j'incorpore dans ma rotation après donc une rotation légumes. Et puis vous faites également un peu d'expérimentation, on va en parler tout à l'heure, à travers du soja sous bâche. C'est-à-dire que depuis 3 ans maintenant, on a vu le coût de la protéine au cours mondial. On essaye d'améliorer nos techniques en essayant d'incorporer des nouvelles cultures sur nos surfaces. Donc là, depuis 3 ans, on fait un peu de soja. On essaye de faire du soja dans notre coin du Finistère. C'est pas très facile, mais bon, on a des résultats qui sont quand même très concluants. Ouais. Alors vous êtes également très présent aussi dans les différents types de réseaux ou regroupements d'agriculteurs. Vous participez au groupe TCS 29. Vous êtes référent de base, hein, Oui. Bretagne, agriculture, sol et environnement, pour le département. Pour le département. Voilà. Vous êtes adhérent de la PAD. Et puis vous êtes le délégué secteur pour la commission culture de Quimper. De Quimper, ouais. Voilà, donc en même temps un investissement dans la vie citoyenne. Hein. Ouais, enfin, je pense que c'est nécessaire parce qu'il faut qu'on s'ouvre sur le monde extérieur. Donc, sur la structure qu'on a aujourd'hui avec mon frère, c'est-à-dire que lui s'occupe de la partie laitière, principalement des animaux, et moi je m'occupe de la partie culture. Donc c'est pour ça que moi je suis plus passionné par la culture que par la production laitière proprement dite. Donc c'est pour ça que je m'investis au maximum sur ma passion qui est la terre. D'accord. Alors, vos loisirs, vous m'avez donné la famille, et puis également les vers de terre, le semi-direct et l'innovation technique. Voilà. C'est bien de mettre tout ça sur un point d'égalité ? Je pense que... j'ai mis la famille en premier, quand même. Oui. Mais non, c'est vrai que... moi, je suis passionné par la terre, donc depuis tout jeune, je travaille sur l'exploitation, donc avec mes parents. Et les vers de terre sont vos amis. Non mais c'est important en tout cas. Je suis leur employé et ils travaillent pour moi. Voilà. Et il faut que je leur fournisse à manger, quoi. Très bien. Très bonne réponse. Alors, 4e objectif, donc être une organisation territoriale qui permette de repérer, formaliser, diffuser les innovations après validation. C'est vrai que dans un premier temps, l'un des objectifs que se fixe le réseau, c'est de peut-être repérer dans un premier temps sur le territoire les innovations, les agri-innovateurs, comme vous les appelez, et comme maintenant peut-être ils vont s'appeler, de façon à pouvoir déjà, on va dire presque faire un référentiel, quoi. C'est-à-dire que quand on se lance dans une technique ou dans un système de production, que ce soit en bio ou en conventionnel, on est là on a tous le même but, c'est de faire avancer tout le monde. Et je pense qu'on a beaucoup de gens sur le territoire qui circulent, et qui voient des choses,
Et puis de fil en aiguille, on arrive à discuter entre nous, tiens, telle personne fait telle chose, ça fonctionne. Est-ce que je pourrais pas le faire chez moi? Est-ce que c'est un intérêt économique? Parce qu'il faut surtout pas l'oublier, comme disait Nicolas tout à l'heure, l'intérêt économique est hyper important. Donc je pense que l'intérêt d'un groupe comme le nôtre aujourd'hui, c'est de fédérer un maximum de personnes en allant chercher, piocher chez des agriculteurs qui sont novateurs, qui sont dans leur coin, mais qui avancent tout seuls. Et pas que des agriculteurs, on parle également de conseillers techniques sur l'agriculture, ça peut être également de multiples acteurs du territoire. Ça peut être des personnes qui travaillent dans les coopératives, qui voient certaines choses et puis qui se disent ça peut pas marcher, puis en fin de compte ça marche. Donc ça peut apporter des questions. C'est après à nous d'y répondre en essayant de fédérer ces gens-là. Et de les faire bouger de leur exploitation pour venir dans des groupes. Et le fait de venir dans un groupe, on échange avec d'autres personnes, et puis ces personnes-là se disent mais pourquoi t'as pas fait comme ci et pas comme ça? Et puis on arrive à trouver des réponses. Des fois on n'a pas de réponse, mais on arrive à trouver des réponses à certaines questions qui nous font avancer. Et puis plus on est nombreux, plus on avance vite. Donc je pense que c'est hyper important le relationnel dans notre métier. Alors, une fois qu'on a fait ce repérage, il y a la nécessité aussi de formaliser. Et sous quelle forme et de quelle manière vous souhaitez formaliser cela? En fait, formaliser, il y a certaines innovations qui sont hyper pertinentes dans le sens où ça peut servir à tout le monde. On n'y a pas forcément pensé. Et puis, en fait, le fait d'en parler entre nous, comment dire, on peut diffuser cette information-là, cette innovation, et puis ça fera avancer tout le monde. Il y a une forme de hiérarchisation du type d'innovation, se dire qu'il y en a certaines qui peuvent être plus pertinentes que d'autres. De toute façon, il y en aura certainement. Oui, c'est sûr. Certainement. Bon, après, faut essayer de faire le tri dans toutes les innovations qu'on peut trouver sur le territoire, et à partir de là, c'est essayer de les valider et puis de les communiquer. Alors, cette formalisation peut prendre différentes formes. L'une d'elles, on le voit à travers cette journée, cet après-midi, à travers soit des fiches innovation que vous avez par exemple, alors c'est plus des fiches témoignages d'ailleurs, des témoignages de pratique. Pour l'instant, on débute un peu dans l'innovation, je veux dire, dans le groupe innovation, donc il y a un début à tout. Donc bien sûr. Pour l'instant, on démarre avec les connaissances qu'on a et puis ce qu'on peut apporter aux autres. Et après, à partir de là, plus on sera nombreux, plus on aura d'innovation et plus on pourra communiquer. Oui. Alors, la communication sera, je serais en train de dire, un des moments importants à prendre en ligne de compte. Mais avant cela, la partie formalisation de l'innovation, ça sera nécessaire de le faire avec l'ensemble du groupe du réseau, mais également avec les autres acteurs qu'on a évoqués au niveau du territoire. Tout à fait. Donc, ce qu'on aimerait, ce qui serait souhaitable, c'est qu'on puisse proposer des nouvelles innovations à la recherche, qui puissent les valider, donc c'est-à-dire les tester, et voir jusqu'où on peut aller dans l'innovation, et à partir de là, valider cette innovation et la diffuser. Alors, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas assez de relais entre le terrain et la recherche. C'est ce qui coince un peu, régulièrement, c'est ce qui coince. On va l'aborder, je pense, au moment de la table ronde, justement, sur les possibilités de créer ces liens. On va voir à l'image, justement, et on va peut-être en parler également avec votre collègue André Divanac, qui est dans la salle, sur cet exemple de démarche mise en œuvre donc, du semi-direct avec couvert permanent. Peut-être que vous pouvez nous expliquer. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Voilà. Ça fait partie des innovations. Voilà. Ça permet de donner déjà une première approche, une première idée. Donc, c'est-à-dire que la date de 96-97, ça correspond à peu près à la mise en place des bassins versants sur le territoire. Donc, c'était peut-être un petit peu avant encore, mais il y avait la problématique de couvrir les sols pendant l'hiver, parce que par rapport aux pertes ou au lessivage de l'azote ou du phosphore, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le phosphore non plus, tout ça coïncidait avec des ruissellements sur les terrains qui forcément se retrouvaient dans les cours d'eau.
Donc ces années-là, en fait, 96-97, on se posait la question, enfin, on avait obligation, pardon, de couvrir les sols pendant l'hiver, donc il fallait qu'on trouve quelque chose. Donc c'est pour ça que dans les années 80, fin 90, début 2000, donc Jean-François était, donc, comme il disait tout à l'heure, au Brésil, et puis bon, c'est là qu'il a vu pas mal de choses, donc, dont le semi-direct, qui permettait en fait de ne plus travailler les sols et de le couvrir en permanence, si possible. Donc on limitait fortement les lessivages ou de produits phytosanitaires ou de produits style azote et phosphore. Donc c'est pour ça que dans le début des années 2000, donc c'est pour ça que le groupe TCS avait été mis en place en partie. Améliorer la technique, donc couvrir les sols et essayer d'augmenter la vie microbienne et la vie des sols pour essayer d'améliorer la qualité des eaux, puisque c'était quand même hyper important. Donc c'est de là qu'est parti le groupe TCS. Et puis aujourd'hui on est un peu plus de 200 sur le département. Et puis on fait des réunions assez régulières, donc à peu près trois réunions terrain par an. Et on fait des voyages d'études aussi, donc c'est pour ça on voit beaucoup de choses. On a été dans le Gers, c'était au mois de juin dernier. J'ai un agriculteur qui fait du lait. Et c'est vrai qu'on a vu des choses très très intéressantes. Donc il y a peut-être à la fois des réunions, ou en tout cas des moments d'échange qui pourraient être assez transversaux en termes d'expérience et d'innovation à couvrir, et puis également des travaux qui pourraient être menés par thème ou thématique liés à certains types de pratiques, par exemple. C'est-à-dire que, là c'est un exemple, on parle du sol, mais on pourrait faire la même chose sur l'élevage, sur l'énergie, sur beaucoup d'autres choses, sur la biodiversité qui est hyper importante. De toute façon, on arrivera à notre but qu'en utilisant la biodiversité en premier lieu. Alors, là aussi, la partie qui concerne la formalisation de ces innovations, ça peut passer également par d'autres formes, comme on a pu déjà le voir, ce sont des journées portes ouvertes, ce sont des rencontres comme cet après-midi, ce peut être également des panneaux qui sont affichés à l'entrée d'un champ, par exemple, qui expliquent quel type d'innovation qui est mise en place, tout en faisant attention à ce qui est écrit, ce qui est dit, de façon à ne pas provoquer des incompréhensions notamment. Je pense que ce qui va être assez, pas compliqué à mettre en œuvre, mais la communication c'est toujours à double tranchant. Soit vivons heureux, vivons cachés, soit on s'expose et puis après on prend le risque de. Mais bon, si on s'expose pas, on n'avancera pas. Ouais. De toute façon, donc je pense que c'est hyper important de communiquer. C'est pour ça que les groupes existent. Bon, après il y a plusieurs possibilités de communiquer, c'est soit par papier, soit par panneau, parce que moi j'ai par le biais de la chambre d'agriculture, donc je fais un peu de semi-direct, donc j'ai mis un panneau au bout d'un champ où je suis en semi-direct depuis quelques années, et j'explique, donc il y a mon nom, et puis l'explication de pourquoi je travaille comme ça, et quels sont les bienfaits sur l'environnement. Et dans le bas de ce panneau-là, il y a un petit flash code, donc avec son portable, on peut flasher ce code-là, et on arrive directement sur un site internet, où on explique plus en détail après le pourquoi de cette technique-là. Et on pourrait le faire après sur d'autres productions. Et ce panneau, il s'adresse à vos voisins qui tout le peuvent monde, passer. Il est mis sur un des carrefours les plus passants du département. J'ai fait exprès de le mettre là. Bon, il n'y a pas d'accident jusque-là. Pas pour l'instant. Il n'y a pas de dommages collatéraux. Non, mais je pense que c'est vis-à-vis de la personne, du citoyen lambda, je pense qu'il faut qu'on explique qu'est-ce qu'on fait. Oui. Et c'est la meilleure façon de faire revenir les gens vers nous. D'accord. Et le fait d'échanger après avec ces gens-là, parce que moi j'habite à 2 km de la ville de Douarnenez, donc j'ai pas mal de citadins autour de chez moi. Et c'est vrai que j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me demandent pourquoi je fais de telle façon et pas d'une autre. Quoi. Et c'est en fait l'échange avec ces gens-là font que c'est hyper important. Quoi. On s'ouvre au monde extérieur aussi. Et les gens viennent vers nous pour comprendre ce qu'on fait. Quoi.
Thank you.